Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth et Fallon, la spécialiste. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Toi-même, tu es dans le documentaire là. Faut pas faire genre, c'est toi-même le point, on appelle ça comment le point focal. Non, mais je suis pas dans le Qui reportage de a-t-on appelé TV5. spécialiste? C'est qui qu'on doit appeler spécialiste dans le Qui documentaire au Gabon? a-t-on appelé Entre spécialiste? le réalisateur et la personne qui explique tout au long du documentaire. Ouais, c'est la personne. Alors, donc, faut pas venir te moquer des Fallon. Ben, c'est Fallon qui a l'honneur. Moi, je suis pas ici, dedans. là. Moi. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. À la forme? Oui, ça de va. l'activité politique, il y a un député qui a dit qu'il rend 12 millions. Alain Saint-Sulpice Boungoré. Oui, Alain Saint-Sulpice Boungoré a estimé que pendant la dernière législature dans laquelle il était... il n'a fait qu'une seule législature. Hein. Oui, la dernière. Il est, j'ai pas bonne mémoire, mais il était dans la dernière législature. En tant que PDG. Oui. Au compte du PDG. Au compte du PDG. Il a décidé de pouvoir rembourser par an, par mois ou par an, je crois par mois, 1 million de francs CFA, donc à peu près 12 millions dans l'année. Il va rembourser 12 millions. Maintenant, l'objectif évidemment, c'est de pouvoir entrer dans l'esprit de mettre en valeur l'idée qu'il voudrait plus ou moins rendre à la République une partie de ce qu'il a perçu. Est-ce que c'était le trop perçu? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il... Il ne reconnaît pas qu'il a travaillé honnêtement en tant que législateur et qu'il méritait son dû. Non, ou bien il pensait que c'était... Non, il reconnaît, mais il dit qu'il ne voudrait plus être observateur passif de ce qui s'est passé. Donc il veut acheter son actif. Il veut se faire pardonner. Il veut se faire pardonner. Mais qui lui a d'abord dit qu'on avait rancune contre lui? Mais tu sais, il y a des choses peut-être dont nous ne sommes pas informés. Alain Saint-Sulpice Boungoré, c'est quand même quelqu'un qui a énormément fait parler de lui durant le dernier mandat d'Ali Bongo et bien avant, et qui a toujours été dans le système politique quelqu'un de reconnu comme étant très généreux à l'égard de non seulement des populations de sa circonscription, mais également de façon générale envers les personnes qui l'ont côtoyé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne cette décision? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a une suspicion quelque part. L'analyse politique, tu n'en sais pas, qui en saura? Oui, mais il fait une introspection personnelle. Je ne peux pas aller me mettre à sa place. C'est une tactique politicienne. Ça pourrait être une ambition de pouvoir convaincre les populations. Tu sais, la situation dans laquelle nous sommes fait qu'à un moment donné, il y a un grand nombre d'acteurs politiques qui aimeraient se racheter une certaine virginité. Il y a certains qui l'ont eu de facto simplement parce qu'ils ont claqué la porte du Parti démocratique gabonais après 2009, d'autres parce qu'ils l'ont fait après 2016 et d'autres parce que simplement ils ont eu à présenter des excuses ou ils se sont cachés. Donc, il y a aujourd'hui tout un tas de situations qu'on peut observer chez les acteurs politiques qui voudraient plus ou moins continuer à exister, plus ou moins créer cette relation avec aussi bien la politique que, et surtout, les populations. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a été membre du Parti démocratique gabonais, que ce soit MCC, MBP, en tout cas dans le cheminement hiérarchique de l'occupation des fonctions au sein de cette formation politique, vous êtes nécessairement plus ou moins pris comme étant une cible privilégiée en termes de critique par rapport à la gestion des 14 dernières années et voire pour ceux qui ont survécu depuis l'ère Omar Bongo. Et à partir de là, donc voir plus loin, donc à partir de là, beaucoup certainement sont pris de remords. D'autres ont peut-être des cas de conscience. D'autres ont peut-être des situations qui feraient que on leur aurait... je préfère être au conditionnel parce que je ne suis sûr de rien sur cette question. Certainement qu'il y a certains aussi qui subissent un certain nombre de pressions par rapport au fait qu'ils ont peut-être des dossiers pendants. Moi, je me rappelle encore, il y a peut-être 7 ou 8 ans, on avait reçu le défunt Frédéric Terre-toi ici et puis on posait la question, c'est vrai. La question de pourquoi on n'arrête pas ceux qui sont inscrits clairement et qu'on connaît qui dans la gabégie ou encore les détournements de fonds ou encore ce qu'on pourrait appeler l'abus de biens sociaux. Et il avait dit, on ne sait pas exactement combien de personnes
aujourd'hui sont en débat au niveau de la Cour des comptes. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont là, qu'on croit qu'ils n'ont apparemment pas de problème avec l'État ou avec la justice, mais qui remboursent de l'argent qu'ils auraient eu indûment à la suite des enquêtes de la Cour des comptes. C'est comme quand je vois le président de la transition, quand il allait à Koulamoutou, on a présenté le lycée Paul Kouya qui va devenir une université ou un institut supérieur comme étant une volonté manifeste d'un fils de la localité de rendre cette institution à l'État, alors qu'on sait très bien qu'à une période donnée de notre histoire, ce dernier on lui avait demandé de rembourser un certain nombre de biens pris à l'État. À l'exemple de Canal 7, à l'exemple de ce lycée Paul Kouya. Donc, c'est revenu dans le giron de l'État parce qu'il y avait des suspicions là-dessus. Donc, à partir de là, beaucoup s'inscrivent aujourd'hui dans cette logique qui voudrait que on anticipe peut-être aussi l'éventualité de poursuites parce qu'il y a beaucoup qui sont enrichis indûment dans notre pays sans qu'on sache d'où provient nécessairement la fortune qu'ils exhibent. Il y a des gens, le matin, comme dit le capitaine Bobo, il était pompiste. Le soir, mais le gars... 6 mois, il était pompiste. Voilà. Voilà, le soir, on le voit dans de gros cylindrés, il habite de grandes villas et de façon ostentatoire, il exhibe sa fortune. Donc, on peut se poser ce type de questions. Après, le cas de celui qu'on vient de citer peut être simplement un élan volontariste, une façon pour quelqu'un qui s'inscrit qui voit, du moins qui a connaissance de ce qui s'est passé et qui aimerait plus ou moins à son échelle contribuer à la réparation. Mais est-ce que c'est la meilleure des méthodes? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il ne rembourse pas cet argent on va dire à un organisme caritatif ou encore je sais pas, à une association ou en construisant des infrastructures pour le bien commun, il rend cet argent au trésor. Bon. Et seulement 12 millions. Et non, s'il a plus. Non, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est 12 qu'il a mis en jeu. J'ai envie de dire ça comme ça. Le visuel. Voilà. Mais lui, au moins, il donne 12. Il y a des gens qui ne donneront même pas 5 francs. Il y a certains qui sont aujourd'hui, comme le disait l'ancien Premier ministre Alain Claude, aux côtés des responsables du CTRI et de la transition, qu'on sait qu'ils ont pillé les caisses de l'État, mais personne ne les poursuit. Ils ne font aucun geste pour dire qu'ils sont en train de se repentir. Ils ne sont même pas dans la logique de remboursement et ils ne font l'objet d'aucune poursuite, ni même d'aucun tremble. On a l'impression que face à eux, la main de l'État tremble. Donc à partir de là, le geste qui est posé par ce dernier peut quand même être salué. Pour dire qu'il faut aller citer les gens qui font trembler la main de l'État. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui font trembler de l'État. J'ai dit face à eux, on pourrait penser que la main de l'État tremble. Maintenant après, c'est le temps qui décide. Voilà, c'est pas moi. Moi, je ne suis que celui qui dit ce qu'on observe, ce qu'il y a comme retour. Mais la réalité, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup au sein de la haute administration, dans le gouvernement, dans les institutions qui ont quand même participé un tout petit peu à ce qu'on déplore aujourd'hui comme étant le cercle, on va dire le cycle non vertueux qui a conduit le Gabon dans les abîmes que tout le monde dénonce. Maintenant, après, ce n'est pas à moi de dire qui est responsable de quoi que ce soit. Il y a la justice qui est là pour ça. Il faudrait bien qu'elle mène des enquêtes. Moi, j'ai vu, par exemple, le Parlement qui a récemment diligenté une enquête parlementaire pour pouvoir interroger la question de l'octroi de la nationalité au Gabon. On peut bien diligenter des enquêtes pour savoir qui a géré quoi et de telle période à telle période, puisque les recommandations du dialogue tablent sur 2016-2023, et bien cette période-là, il y a des gens qui ont dirigé un certain nombre d'organismes publics et qui peuvent faire l'objet des enquêtes parlementaires et on peut trouver peut-être des éléments de réponse. Après, on a aussi le fait que quand on regarde un tout petit peu l'environnement aujourd'hui, ce qu'on attend beaucoup plus de ceux qui ont été de l'ancien système, c'est surtout la capacité à reconnaître que hier, ils ont contribué à plomber ce pays et que maintenant, peut-être sous l'ère de la transition ou plus tard, ils sont
prêt à faire amende honorable parce que c'est ce qu'on attend des acteurs politiques. Maintenant, faire amende honorable, ce n'est pas nécessairement rembourser de l'argent sans qu'on sache exactement pourquoi. Mais c'est peut-être poser des actes qui permettent à la communauté d'aller de l'avant. Des gens viennent des circonscriptions, ils ont des circonscriptions politiques, d'autres sont établis dans des communes. Vous pouvez construire, avec le déficit qu'on a dans notre pays, par exemple des salles de jeu, vous pouvez construire des salles de jeu pour la jeunesse et leur permettre d'en profiter. C'est un acte volontaire pour amener les jeunes de votre quartier à s'occuper. Vous pouvez participer à la construction des musées. Vous pouvez participer à la construction des bibliothèques, par exemple. On a besoin des lieux de culture aujourd'hui. 12 millions, ça peut paraître dérisoire aux yeux de celui qui n'accorde pas beaucoup de valeur à l'argent, mais 12 millions, ça peut acheter beaucoup de volume en termes de livres. Donc, il faut créer des initiatives qui vont dans le sens de profiter au plus grand nombre. Quand l'argent retourne au trésor, on n'est pas sûr qu'il soit à l'abri d'un autre détournement. Ou d'un détournement quelconque. Donc, à partir de là, il faut bien, lorsqu'on fait des donations, lorsqu'on décide de rétrocéder une partie de sa fortune, et c'est ce que font les autres ailleurs, c'est-à-dire quand ils sortent une ligne, ils disent « cet argent que je vous donne, c'est pour exactement ceci, ceci, ceci ». Et à partir de là, l'État, même si c'est l'État ou une collectivité ou un organisme privé ou une ONG, peut s'inscrire dans la logique de la mise en œuvre de ce qu'il a donné comme instruction par rapport à la dépense de son argent. Et il y a un contrôle derrière. Et c'est la raison pour laquelle on voit, par exemple, sous d'autres cieux aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les philanthropes. Les philanthropes, lorsqu'ils donnent de l'argent, c'est pas pour dire parce que je veux alléger ma conscience, parce que je veux me dédouaner d'une situation X, Y. Non, c'est pour dire j'ai de l'argent, j'ai tel budget, en l'occurrence 12 millions. Pour ces 12 millions, j'aimerais que, par exemple, en les rendant au trésor, que l'État en fasse bon usage en allant achever, par exemple, les centres multimédia qui sont dans les lycées et collèges. Il peut citer, genre, lycée Mikolongo, le lycée Mba, le lycée technique, et j'en passe. Donc, il y a autant de choses qui peuvent faire l'objet d'une orientation budgétaire par rapport à cet argent. Mais le faire comme il a fait, on a comme l'impression que ce dernier se reproche de quelque chose. Mais encore une fois, ça peut être simplement un élan de patriotisme pour dire j'ai fauté, j'ai été de ceux qui ont fauté, je voudrais me racheter, mais ça aurait été utile en créant quelque chose qui bénéficie à la communauté, pas nécessairement le remboursement au trésor public quand chacun de nous sait exactement ce qu'il en est souvent. Ensuite, il y a la question en rapport avec le feuilleton du ministère de l'Intérieur qui continue. Vous savez qu'on devait débuter la révision de la liste électorale hier. Ça n'a pas eu lieu. On se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que finalement le ministre de l'Intérieur a entendu raison par rapport aux reproches qui lui ont ou aux différents refus qui lui ont été formulés par les parlementaires? C'est possible parce que quand on regarde un tout petit peu, on a vu un député de la transition, en l'occurrence le 4e vice-président de l'Assemblée, qui allait déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de cette révision de la liste électorale qui ne repose, selon eux, sur aucun élément matériel leur permettant d'avoir, on va dire, un regard suffisamment pointu ou suffisamment indiqué pour pouvoir lui donner la possibilité ou le quitus de le faire. Parce que premièrement, la loi de 1996 dont il met en exergue, elle n'a pas été mise à la disposition de l'Assemblée. Deux, elle n'est pas trouvable au niveau de ce que j'ai pu lire. On n'arrive pas à la retrouver au niveau des actes officiels, donc de la communication gouvernementale. Et elle n'est même pas disponible au sein du cabinet ministériel, au niveau du ministère de l'Intérieur. Bon, après, il se demande comment donner mandat à quelqu'un sur la base d'un document que plus personne n'a à disposition. Parce qu'il faut quand même lire, il faut comprendre quelle est la procédure mise en œuvre dans ce document. Il ne suffit pas d'indiquer un article et puis croire que automatiquement ça va se faire ou qu'on va directement accepter de vous donner mandat d'aller passer à la modification de la loi. Ensuite, il y a le fait que quand on regarde, ça c'est maintenant une observation, nous sommes en période
de récupération ou d'établissement de ce qu'on appelle des numéros d'identification personnelle qui vont donner lieu à la délivrance des cartes d'identité plus tard. Bon, cette opération n'est pas achevée parce qu'elle doit s'achever le 20 juin, puisqu'il y a eu une prorogation. À partir de là, on se pose la question. Quand on révise la liste électorale, il y a quand même des documents. Si vous n'avez pas de NIP, je vois, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des problèmes en ce moment pour pouvoir bénéficier d'un certain type de service qui demande à ce qu'on s'identifie. Parce que ne disposant pas du NIP. Bon, si vous n'avez pas de NIP, vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez même pas le passeport, vous allez réviser la liste sur quelle base? Vous irez à la révision de la liste électorale. Sur quelle base? Parce qu'il faut bien qu'on ait. Sur la base du fichier électoral qui existe déjà. Mais le fichier électoral qui existe déjà a deux volets. Il y a le volet de ceux qui sont déjà inscrits comme toi et moi, qui participent à l'exercice de nos droits civiques. Il y a ceux qui n'ont jamais souscrit du moins qui n'ont jamais fait l'inscription. Donc à partir de là, les nouveaux inscrits, qu'ils soient des jeunes qui viennent d'avoir l'âge requis pour pouvoir aller voter, ou ceux qui ont toujours été dans la dilettante disant que bon, les élections ça ne les intéresse pas, ou la politique n'est pas leur fort. Mais on sait qu'au fond, aujourd'hui, avec la situation qui est la nôtre, la transition, beaucoup aujourd'hui voudraient s'exprimer et s'exprimer dans les urnes. Bon, vous n'avez aucun document. Nous sommes juste en phase d'établissement d'un processus qui doit conduire à la remise d'un certain nombre de documents, en l'occurrence, encore une fois, la carte d'identité nationale aux populations. Pourquoi s'empresser de faire la révision sur la simple indication que la loi l'autorise? Malheureusement, les parlementaires disent ne pas avoir le texte en question. Donc, à partir de là, on se demande quand même pourquoi le ministère de l'Intérieur semble courir alors qu'il n'y a pas grand danger. Et surtout quand on sait, encore une fois, je l'avais souligné lors de la dernière chronique le mercredi, dans la programmation du CTRI, le référendum n'intervient que pour pouvoir adopter la Constitution. Et par la suite, c'est là où on parlait de la mise en œuvre du code électoral, donc la révision aussi du code électoral, qui devrait sous-tendre la révision de la liste électorale. On n'a même pas fait cette procédure. Pourquoi engager une opération sous le prétexte qu'il y aurait l'organisation du référendum en fin d'année, quand on sait qu'il peut y avoir la mise en œuvre d'une loi par décret du président qui appelle les Gabonais à aller au référendum. Donc, c'est autant de questions qui se posent aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre exactement quelles sont les motivations du ministre de l'Intérieur. Et je pense que la requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale va indubitablement suspendre l'opération, parce que hier, il n'y a rien eu, il n'y aura rien aujourd'hui. Et en la matière, notamment en ce qui concerne les usages en la matière, lorsqu'il y a une requête qui est déposée auprès de la Cour constitutionnelle, tout de suite, la chose que relaie, il y a suspension de l'exercice de la chose que donc la révision de la liste électorale qui était prévue pour 10 jours ne va pas avoir lieu en l'état actuel des choses, en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur le sujet. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. René Ruth au programme de la journée. Cilia sera en prestation aujourd'hui dès 20h à ANJ Empire. Les billets sont encore disponibles à 5 000 francs et 20 000 francs via le numéro 066 71 80 80 066 71 80 80. L'artiste thème sera en concert demain du côté de l'Olympia et Emma fera sa première partie. Pour plus d'informations, je vous invite à lire le site. Emma va faire la première partie des thèmes. Oui, elle va faire sa première partie demain du côté de l'Olympia. Donc je vous invite à aller sur Akoum Radio pour plus d'informations. Dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête déjà à vous, cher papa. Et du mouton. Et du comme mouton. Comme on dit souvent. La tabaski. La tabaski. Je sais pas pourquoi c'est cette journée-là qu'on a choisi. Bon, aujourd'hui, c'est le 14 juin. Donc lundi, c'est férié. Non, jamais. C'est dimanche qui est férié. Il n'y a que dimanche. Mais dimanche est déjà férié. Vous aimez trop les ponts, on ne veut pas. Pas pour tout le monde. Vous aimez trop les ponts, non. Mais nous, ça nous énerve parce que la fête des pères, on ne la célèbre jamais seule. Toujours accompagnée d'une petite fête derrière. Mais c'est ce qui est bien.
Bon, on espère. Oui, mais c'est quand même la fête du mouton. Hein. Bah, La bon. journée mondiale du don de sang est célébrée chaque année, donc le 14 juin, pour sensibiliser à l'importance du don de sang. Donc, qui peut donner son sang? Ça diffère un peu en fonction des pays, mais généralement, c'est par rapport à l'âge, le poids, l'état de santé, les antécédents médicaux, le comportement à risque. Mais c'est important de donner son sang pour sauver des vies, pour répondre aux besoins constants et pour la solidarité et surtout l'engagement communautaire. Donc, si vous avez l'habitude de donner votre sang, allez-y du côté du Centre national de transfusion sanguine. Encore bonne fête des pères à tous les papas. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end à tous les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve exactement lundi matin à 7h pour le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.